Il y a des compliments qui n'étaient pas des compliments, des câlins qui semblaient conditionnés, et peu importe combien vous essayiez d'être sage, brillante ou douce, ce n'était jamais suffisant. Pas parce que vous aviez échoué, mais parce qu'au fond, votre mère ne voulait pas vraiment une fille. Elle voulait une preuve, une validation vivante de sa valeur, de sa réussite, de son pouvoir à façonner un être humain à son image. Dans ses yeux, vous n'étiez pas élevé, vous étiez sculpté. Chaque détail de votre personnalité, chaque émotion spontanée, chaque pas vers votre autonomie, tout devait s'aligner avec sa vision d'elle-même. Si vous étiez trop vive, trop indépendante, trop vous-même, elle n'applaudissait pas, elle corrigeait. Ce n'était pas de l'amour, c'était une exigence silencieuse. Deviens celle que j'aurais voulu être. Quand vos rires étaient trop bruyants, vos vêtements trop colorés, vos rêves trop éloignés d'elle, ce n'était pas vu comme une célébration de votre individualité, mais comme une menace pour sa construction intérieure. Ce qu'elle voyait en vous n'était pas une personne. C'était un miroir, un reflet dans lequel elle espérait retrouver ses morceaux perdus. Carl Jung disait que lorsqu'un parent traite son enfant comme une extension de lui-même, l'âme de l'enfant devient invisible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vos émotions, vos pensées, vos désirs, ils devaient être ajustés, réduits, adaptés à ses attentes. Pas pour votre bien-être, mais pour préserver la cohérence de son propre récit. Simone de Beauvoir écrivait que, dans une société patriarcale, la femme est souvent réduite à un objet. Et dans le microcosme émotionnel de votre mère, vous n'étiez pas un sujet avec une histoire, mais un objet avec une fonction, celle de la faire briller à travers vous. Alors vous avez appris à vous contenir, à moduler votre voix, à mesurer vos gestes, à anticiper ses réactions avant même qu'elle n'ait dit un mot. Vous n'étiez pas seulement bien élevé, vous étiez sur le qui-vive. Une enfant qui vivait dans un théâtre où chaque sourire devait être juste assez présentable. Et ce que vous avez ressenti, sans jamais pouvoir le nommer, c'était ça, un vide profond, une impression constante de ne jamais être vraiment vu, seulement observé, seulement utilisé comme preuve. Mais ce n'est que le début, parce que ce vide, ce silence intérieur, a fini par devenir votre normalité. Et dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans ce moment précis où votre authenticité a commencé à se taire pour laisser place à la survie. Il y a eu un moment précis où vous avez senti qu'être vous-même devenait risqué. Peut-être que vous étiez encore très jeune. Peut-être que c'était ce jour où vous avez parlé avec enthousiasme d'un rêve et qu'on vous a répondu avec un regard froid, un soupir agacé ou une remarque blessante. Ce jour-là, quelque chose en vous s'est replié. Ce n'était pas une décision consciente, c'était un réflexe de protection. Votre spontanéité a compris qu'elle n'était pas la bienvenue, que votre rire, votre joie, votre imagination trop vive pouvaient déclencher du rejet au lieu de l'amour. Alors vous avez commencé à faire taire certaines parties de vous. D'abord un peu, puis beaucoup, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Vous avez appris à lire ses humeurs avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Vous êtes devenue experte dans l'art de l'ajustement, ton de voix, posture, choix de mots. Vous n'étiez plus une enfant qui vivait, mais une enfant qui s'adaptait. Et cette adaptation, jour après jour, a construit un mur entre ce que vous ressentiez et ce que vous exprimiez. C'est là que le silence intérieur a commencé. Pas un silence paisible, mais un silence tendu, plein de non-dits, de peurs dissimulées, de désirs comprimés. Un silence que personne ne voyait, mais que vous portiez comme une seconde peau. Alice Miller appelait cela l'enfant doué. Non pas parce qu'il excelle, mais parce qu'il sait instinctivement ce qu'on attend de lui. Il devient l'enfant parfait, non par choix, mais par nécessité. Chaque sourire devient une performance. Chaque réussite, une stratégie pour éviter le rejet. Et très vite, ressentir devient dangereux. Montrer devient un luxe. Être devient une menace. Ce n'est pas que vous avez cessé d'avoir des émotions. C'est que vous avez appris à les filtrer, à les organiser pour qu'elles ne dérangent pas. À pleurer quand personne ne regarde, à rêver en secret, à vous dire que vous êtes trop et que c'est mieux de rester discrète. Et le pire, c'est qu'on vous félicitait pour ça. Pour être sage, calme, mûr pour ton âge, alors que vous étiez simplement en train d'étouffer ce qu'il y avait de plus vivant en vous. Revenez un instant à cette première fois où vous avez avalé vos mots, changé de vêtements,
ou dit « désolé » sans avoir rien fait de mal. Ce sont ces moments qui ont tissé, fil après fil, une identité construite sur l'adaptation et non sur la vérité. Dans le chapitre suivant, nous irons encore plus loin. Parce que cette adaptation, ce silence, n'était pas la fin de la douleur. C'était le prélude à une autre forme de blessure, celle où l'amour devient une récompense à gagner et non un espace sûr pour exister. Ce qu'on appelle amour dans certaines familles n'est parfois qu'un système sophistiqué de récompense et de retrait. Dans votre enfance, l'affection n'était pas constante. Elle était calculée, distribuée avec soin, selon votre degré de conformité. Quand vous disiez oui, quand vous faisiez plaisir, quand vous ne dérangiez pas, alors vous receviez un sourire, un mot doux, parfois une étreinte. Mais si vous exprimiez un besoin, une opinion, une tristesse, tout changeait. Elle s'éloignait, se fermait. Et vous vous blâmiez. Ce n'était pas de l'amour, c'était un conditionnement. La psychologue Alice Miller appelait cela le lien de trahison. Et le chercheur B.F. Skinner, lui, parlait de renforcement intermittent. Un mécanisme qui ne récompense pas tout le temps, mais de manière aléatoire, rendant l'attente encore plus puissante que la récompense elle-même. Votre système nerveux a appris à interpréter l'anxiété comme un signe de connexion. Si vous ressentiez du stress, de la tension, une envie désespérée de plaire, c'est que vous étiez proche d'elle. C'était ça, l'amour, dans votre monde. Vous n'étiez pas aimé pour qui vous étiez. Vous étiez aimé pour ce que vous apportiez à son ego. Et plus vous brilliez, plus elle vous faisait sentir que vous l'éclipsiez. Votre succès devenait une menace, vos progrès, une offense silencieuse. Alors elle vous rabaissait, subtilement, avec des conseils qui semblaient bienveillants, mais qui semaient le doute. Tu es sûr que cette robe te va? Tu devrais être un peu plus discrète. Fais attention, les gens vont te juger. Ce n'étaient pas des recommandations, c'était de la jalousie déguisée. Et vous, sans le savoir, avez intégré l'idée que pour être aimé, il fallait se contenir, se faire petite, être agréable, trop agréable. Vous avez transformé l'amour en mission, en épreuve à réussir. Vous avez fait de votre propre cœur un labyrinthe de concessions. Même vos élans les plus sincères étaient démesurés. Vous donniez beaucoup, mais jamais sans une arrière-pensée inconsciente. Est-ce que ça suffira pour qu'elle m'aime aujourd'hui? Et parfois, elle vous récompensait. Une caresse, un compliment inattendu, un moment de complicité. Vous y croyiez, vous espériez, mais ce n'était jamais gratuit. Il y avait toujours une contrepartie. Votre obéissance, votre silence, votre disponibilité. C'est ainsi que votre boussole émotionnelle a été déréglée. Vous avez commencé à croire que recevoir de l'amour signifiait perdre un peu de vous à chaque fois. Dans le prochain chapitre, nous explorerons cette mécanique insidieuse plus en profondeur. Comment l'amour a été utilisé pour vous rétrécir et non pour vous élever. Et pourquoi, petit à petit, vous avez commencé à vous excuser, non pas pour vos actes, mais pour votre simple existence. À force d'apprendre que l'amour se mérite, vous avez commencé à croire que votre présence devait être justifiée, que chaque mot prononcé, chaque émotion ressentie, chaque élan de spontanéité devait passer par le filtre invisible de « est-ce que ça va lui plaire ?» Et très vite, la culpabilité s'est installée. Silencieuse, persistante, collée à vos gestes les plus simples. Vous ne disiez plus « je suis désolé » seulement après une erreur. Vous le disiez avant même de parler, avant même de demander, juste pour exister sans déranger. Votre non devenait une offense, votre besoin, une accusation. Et chaque fois que vous osiez poser une limite, elle se raidissait, parfois sans un mot. Juste ce silence glacial, ce regard qui se détourne, cette atmosphère qui s'assombrit. Vous ne saviez pas exactement ce que vous aviez fait de mal, mais vous sentiez que vous aviez trahi quelque chose. Alors vous reveniez en arrière, vous annuliez, vous vous excusiez, encore. Ce n'était pas un conflit, c'était une soumission émotionnelle. La paix, chez elle, était conditionnelle. Et pour la préserver, vous avez appris à vous taire. Pas parce que vous étiez d'accord, mais parce que vous saviez que parler aurait un prix, son retrait, sa colère passive, son jugement. La philosophe Simone de Beauvoir parlait de la mauvaise foi, ce moment où l'on nie sa propre vérité pour maintenir une illusion sociale. C'est ce que vous avez vécu.
Vous n'étiez pas en train de choisir l'harmonie. Vous appreniez à survivre à une hiérarchie affective. Sa colère n'était pas un débordement. C'était un outil, un système de régulation invisible, où chaque hausse de voix, chaque soupir ou chaque silence stratégique avait une fonction, vous faire rentrer dans le rang. Les psychologues appellent cela le conditionnement par retrait émotionnel, quand l'amour disparaît dès que vous montrez une indépendance, quand on vous punit non par des cris, mais par l'absence, et vous finissez par croire que si vous souffrez, c'est de votre faute, que si elle se tait, c'est parce que vous avez été trop. Et le pire, c'est que tout cela n'avait pas l'air d'un abus. Elle semblait fatiguée, inquiète, juste un peu sensible. Elle disait vouloir votre bien. Elle prétendait vous protéger. Alors vous avez douté de vous-même, encore et encore. Mais ce doute cultivé au fil des années est devenu votre geôlier intérieur. Et la culpabilité, votre compagne silencieuse. Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment l'amour maternel a été utilisé non pas pour vous nourrir, mais pour vous garder à genoux. Comment ces gestes tendres étaient souvent le prolongement de ces stratégies de contrôle. Et pourquoi, au fond, votre liberté a toujours été perçue comme une menace. Il y avait des moments de douceur, de rares instants où elle vous serrait contre elle, où ses mots semblaient chaleureux, où vous pensiez « peut-être que cette fois, c'est vrai, peut-être qu'elle m'aime vraiment ». Mais rapidement, ces moments se transformaient en pièges émotionnels, car derrière la tendresse, il y avait une attente, derrière chaque geste affectueux, un prix à payer. Vous avez compris avec le temps que son affection n'était jamais gratuite, qu'elle surgissait après un comportement obéissant, qu'elle se retirait dès que vous affirmiez une pensée différente, une émotion trop vive, une décision autonome. C'était un jeu invisible de récompense et de retrait, et vous y avez joué, parce que vous n'aviez pas le choix. La psychologue Luna Lindsay appelle cela la séduction conditionnelle, une forme de manipulation où l'amour devient un levier pour obtenir la conformité. Un sourire après des jours de froideur, une phrase gentille après une obéissance douloureuse. Vous avez appris à confondre la chaleur avec la soumission, à attendre la prochaine goutte d'affection comme une preuve que vous n'étiez pas complètement rejeté. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était du renforcement, une reprogrammation lente, où votre valeur ne venait pas de votre être, mais de votre capacité à apaiser ses besoins. Patrick Carnes, expert en trauma, parle de ce lien sous le nom de trauma bonding, une dépendance créée non par la sécurité, mais par l'incertitude, une oscillation permanente entre rejet et approbation, une tension qui vous déstabilise, vous confond, vous abîme, mais que vous finissez par appeler amour, faute d'avoir connu autre chose, et vous étiez brillante dans ce rôle. Vous saviez exactement quand vous faire discrète, quand sourire, quand dire ce qu'elle voulait entendre. Pas par stratégie consciente, mais parce que votre survie en dépendait. Elle n'était pas seulement votre mère, elle était votre seule boussole émotionnelle, et sans elle, vous aviez l'impression de ne pas exister. Alice Miller écrivait « L'enfant ne s'attache pas à la personne qu'il aime, mais à celle dont il a besoin pour survivre. Voilà pourquoi vous êtes resté attaché, même quand tout en vous criait douleur. Vous ne cherchiez pas la vérité, vous cherchiez un moyen de rester en vie émotionnellement. Et ce moyen, c'était elle. Même si cela voulait dire vous trahir un peu plus chaque jour, mais il y a un prix à cette forme d'attachement. Elle vous laisse avec un cœur qui s'excuse quand il aime, un corps qui se tend quand il est vu, et un esprit qui croit que se reposer, poser des limites ou être libre est une faute. Dans le prochain chapitre, nous irons là où la libération commence. Comprendre que la guérison ne viendra pas d'elle, qu'elle ne dira peut-être jamais pardon, et que votre paix ne dépend plus de sa reconnaissance. Pendant des années, vous avez espéré un mot, un seul. Je suis désolé. Que votre mère voie enfin ce que vous avez porté en silence, qu'elle reconnaisse les blessures, les regards froids, les jeux d'ombre. Mais ce moment n'est jamais venu, et peut-être ne viendra-t-il jamais, parce qu'une mère narcissique ne cherche pas la vérité. Elle cherche à conserver son histoire intacte. Elle ne demande pas pardon. Elle recompose, elle minimise, elle inverse, elle accuse. Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Car si elle admettait ne serait-ce qu'un instant qu'elle vous a blessé, tout son château intérieur s'effondrerait, et sa survie émotionnelle passe avant la vôtre.
alors vous vous êtes accroché à ce fil invisible. Si elle change, je pourrai guérir. Mais c'est une illusion douloureuse, car tant que vous attendez son éveil, vous restez figé dans le rôle qu'elle vous a imposé. Simone de Beauvoir parlait d'identité imposée, lorsque l'autre vous définit au point que votre propre voix disparaît. Et c'est exactement ce que vous avez vécu. Vous avez été façonné, non pas reconnu, effacé, puis remplacé par un reflet plus acceptable pour elle. Et pourtant, au milieu de cette confusion, quelque chose en vous a résisté. Une étincelle, un instinct, une voix, même ténue, qui murmurait « Ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour ». Carl Jung disait « La clarté vient lorsque l'on regarde dans son âme. » Et cette clarté est là, en vous. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour croire ce que vous avez ressenti. Votre douleur n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de vous. Vous êtes celle qui a survécu, celle qui a commencé à dire non, à poser des limites, à pleurer pour de vrai, et non pour obtenir quelque chose. Vous êtes celle qui a compris que la réconciliation n'est pas la guérison. Que la fermeture ne vient pas d'une excuse, mais d'un choix, sortir du rôle et revenir à vous. Viktor Frankl écrivait « Quand nous ne pouvons plus changer la situation, nous sommes invités à nous changer nous-mêmes. » Ce changement commence aujourd'hui. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide. C'est un retour. Un retour à votre propre voix, à votre propre espace intérieur. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes excusé d'exister, pour vos émotions, pour votre vérité, pour vos besoins. Ce n'était pas vous le problème, c'était le système, et vous n'avez plus à emporter la charge. Alors aujourd'hui, posez cette question essentielle. Si elle ne reconnaît jamais ce qu'elle a fait, pouvez-vous, vous, le reconnaître? Pouvez-vous valider votre expérience, même dans son silence? Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, écrivez simplement « C'était ma vie ». Car il n'est plus nécessaire d'attendre. La personne qui peut enfin vous croire, c'est vous.